région. Bonsoir à tous, merci infiniment d'être avec nous. La soirée électorale continue sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, car bien évidemment, ce grand rendez-vous est diffusé sur l'ensemble de la future région qui verra le jour le 1er janvier prochain, mais dont l'avenir se décide dès aujourd'hui. Bonsoir Yannick. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors on va parler essentiellement d'élections dans ce 19-20 très spécial. Et effectivement, on vous l'a dit, on a mis les petits plats dans les grands pour vous proposer une soirée très complète. Vous allez donc pouvoir suivre les résultats dans différents points de cette future grande région, 12 départements en tout. Évidemment, dans un instant, les premières estimations de la participation dans notre future grande région. On ira également notamment sur le web énormément. Et puis évidemment, on vous apportera des commentaires et des débats pour bien comprendre les enjeux et les résultats de cette soirée. Dans ce journal, on fera le point dans une deuxième partie sur les autres faits d'actualité de ce dimanche avec vous, Julie Jacquard. Bonsoir. Et il sera question notamment de ce terrible drame familial à Lyon. Oui, Olivier, une femme et ses 4 enfants ont été retrouvés morts dans leur appartement hier soir, alors que le père était, lui, prostré dans le salon familial. Placé en garde à vue, il a reconnu être l'auteur de ce quintuple homicide. Voilà, dans notre région à 19h passé de 1 minute, l'actualité, ce sont les opérations de dépouillement qui ont commencé dans la plupart des communes depuis une bonne heure maintenant. Les images que vous allez voir ont été tournées à Rieux-la-Pape dans la banlieue nord de Lyon et à Valence dans la Drôme. Dans certaines agglomérations, les bureaux de vote ont fermé à 19h. À Lyon, ce sera à 20h. 5 300 000 électeurs étaient appelés à voter pour les 9 listes en lice au régional. Le dépouillement risque donc de prendre pas mal de temps. Retour sur cette journée historique et notamment sur ce scrutin inédit qui a vu donc, vous l'avez entendu, un sursaut de participation avec Christelle Nicolas et Jordan Guéhin. À 19 ans à peine, Nabila vote pour la première fois, sous les félicitations de la présidente du bureau. Voilà, et à voter. Félicitations. Dans les événements, je pense que c'est hyper important de venir voter, notamment pour les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne votent pas parce qu'ils ont plus foi en la politique. Je ne dirais pas que j'ai foi en la politique, mais je sais que c'est quand même important. Vous êtes disponible à 20h? Si vous êtes disponible à 20h, on a besoin de vous. On a tellement envie de voir tous les jeunes se mobiliser pour participer à ces temps que oui, il faut les encourager et puis oui, les féliciter. À Grenoble, la jeunesse joint donc le geste à la parole. Résultat, un taux de participation en nette hausse. L'urne est bien pleine, on a une participation un peu timide en début de matinée jusqu'à 10h et puis après une hausse progressive, une participation plus confiante, plus assurée. Bon, sans toutefois... Donc tous les Grenoblois ne sont pas au ski? Non, tous les Grenoblois ne sont pas au ski. Qui l'eût cru, dès le petit matin au centre-ville, les régionales étaient déjà au cœur des conversations. Dans cet autre bureau de vote, peu après 9h, les électeurs étaient déjà nombreux. Vous venez tôt, vous, hein? Oui, parce que je vais au travail, là. Ouais. Bon, merci. Je suis tardive. D'habitude, je suis toujours là à 8h. Très tôt, c'est parce que j'ai pas le choix. Parce que je dois aller faire un match de rugby après. À Grenoble, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20h ce soir. Le département de l'Isère doit élire à lui seul 34 conseillers régionaux. Et voilà, donc vous êtes nombreux et nombreuses à être allés voter. On va exactement vous dire combien, puisqu'il est grand temps de découvrir le taux de participation dont nous disposons à cette heure-ci. Vous le découvrez en même temps que nous, 51,6% de participation, donc relevé à cette heure-ci en Auvergne-Rhône-Alpes. Comparé à 2010, le taux de participation... C'est le taux d'abstention. Le taux d'abstention, voilà, c'est le problème de toutes les soirées électorales, donc on va être clair, c'est l'abstention dont on parle. Voilà, maintenant je suis plus clair. 51,6%, désolé pour cette petite erreur. Et le taux était de 55,44% en 2010, Olivier. Voilà, je suis plus clair comme ça. Donc vous êtes allé voter, certaines fois avec pas mal d'inquiétudes. On en a beaucoup parlé autour de cette campagne, notamment au sujet de cette fusion Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qu'a constaté notre équipe du côté de l'agglomération clermontoise ce matin à la sortie des urnes. Julien Lecoq, Éric Taxil. Un dimanche matin d'élection au marché d'Aubière, le sujet des régionales ne passionne pas les foules, même si la plupart des personnes croisées disent avoir été votées. J'ai été voté. Ah oui, nous on y va. Regardez, c'est dans ma poche. Nous on y va. On est des bons citoyens. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose, donc ça ne m'intéresse pas, quoi. La nouvelle région? Ouais, non, ça ne va pas apporter grand-chose à mon avis, donc du coup, voilà, tout simplement. Pas de vote? Non, pas de vote. Mais marché? C'est ça, je pense à mon ventre avant tout. Au 1er janvier, Clermont-Ferrand va donc perdre son statut de capitale régionale et faire partie d'un territoire qui aura pour frontière l'Italie. Là, tout de suite, on est un peu perdu au niveau des
Parce que la région, c'est un peu particulier. Justement, cette semaine, moi, j'étais dans l'Isère, entre Grenoble et Gap. Et c'était ma région aussi, en fait, quelque part. C'est la même région, hein, donc j'étais à 400 km d'ici. Et j'étais dans ma région, que je ne connais pas d'ailleurs. Hein. Le plus inquiet pourrait être David, qui lui surfe sur l'identité auvergnate depuis plus de 10 ans. La future grande région ne lui fait pourtant ni chaud ni froid. Je pense pas qu'on devienne Rhône-Alpin du jour au lendemain. Hein. Je ne vais pas avoir l'accent lyonnais après-demain, moi. Hein. Je m'inquiète plutôt pour les Rhône-Alpins qui risquent de devenir auvergnats, hein, parce qu'ils ne connaissent pas notre puissance et notre capacité d'absorption. La question, à présent, est de savoir si les Rhône-Alpins comprendront l'humour auvergnat. Allez, bonsoir Daniel Navreau, directeur de la publication Prospective Rhône-Alpes Méditerranée et notre consultant politique pour les soirées électorales. Daniel, la loi nous oblige à attendre 20 heures pour donner les résultats, mais on va parler quand même de cette participation plus forte qu'en 2010. Plus fort qu'en 2010, l'évolution positive en Auvergne-Rhône-Alpes est la même, semble-t-il, qu'au niveau national. C'est 3,80% de participation en plus dans notre région unique par rapport à 2010, donc en prenant les chiffres sur les deux régions. Donc c'est un progrès sensible. Nous verrons s'il se confirme au second tour. Entre les deux tours des régionales en 2010, il y avait une progression de 5 à 6% de la participation. Donc espérons qu'il y aura à nouveau une augmentation de la participation entre les deux tours. Sinon, eh bien, on serait dans la stabilité par rapport à 2010. Donc à voir si effectivement cette petite mobilisation supplémentaire se confirmera ou s'amplifiera au second tour. C'est une des questions qui, bien sûr, sera au cœur des débats de ce soir. Et qu'on suivra avec attention. On va tout de suite, sans perdre de temps, se rendre du côté des QG où se trouvent a priori les différents candidats des principales têtes de liste. Par exemple, celui de Jean-Jacques Kerane qui se trouve en Presqu'île à Lyon où nous attend Sylvie Cozzolino. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. On aimerait un petit peu connaître la température, on va dire, là où vous vous trouvez. Alors le QG commence à se remplir tout doucement. Jean-Jacques Kerane est arrivé un peu plus tôt que prévu. Il devait arriver ici vers 19h30. Il est arrivé plus tôt. Il avait envie d'être avec les militants. Il se trouve actuellement dans une petite salle juste derrière dans ce local. Il a réuni son équipe de campagne. Il va analyser les premiers résultats, bien choisir ses mots et fera sa première courte déclaration aux environs de 20h15. Et d'après son état-major, Jean-Jacques Kerane a passé la journée au calme, en famille et en toute sérénité. Le QG de l'équipe de Laurent Wauquiez est situé dans le quartier de la Confluence à Lyon, plus précisément dans un restaurant très design. Le restaurant où vous vous trouvez, Nabila Wadi, bonsoir. Vous allez passer la soirée sur place. C'est calme chez vous, j'ai l'impression. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Yannick et bonsoir à tous. Eh bien écoutez, si vous vous posez la question de savoir s'il y a de l'ambiance ici, je vais vous donner un indice, nous n'avons eu aucune difficulté pour nous garer, pour la bonne et simple raison que les militants ne sont pas là. Ils sont dans les bureaux de vote, c'est en tout cas ce que nous a dit un membre du staff de Laurent Wauquiez, dans les bureaux de vote pour assister au dépouillement qui commence à 20h dans la ville de Lyon. Laurent Wauquiez, lui, est arrivé ici à 18h30, il est à l'étage, juste au-dessus de nous. Peut-être est-il en train de peaufiner son discours, il doit prendre la parole devant ses militants vers 20h20, 20h30, mais il s'arrêtera d'abord à notre micro entre 20h15 et 20h20. Ça sera en exclusivité sur les antennes de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne ou France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, ce sera sur France 3. Et d'après ses premières déclarations, je pense qu'on pourra voir si la soirée ici s'annonce plutôt festive ou plutôt morose. La réponse donc dans 3 quarts d'heure, 1 heure maintenant. Merci Nabil, on vous l'a dit, on sera un petit peu partout ce soir. On va également, comme je le disais, prendre la température du côté d'un autre QG. On retrouve Sandra Méallier qui, elle, se trouve là où se trouve le candidat du Front National, monsieur Christophe Boudot. Bonsoir Sandra. Oui, bonsoir. Alors ici, à la Fédération de Lyon, du Front National, les locaux sont plus tricolores que jamais, mais les militants se font encore un peu attendre. Il faut dire que le discours de la chef de file, Christophe Boudot, n'est attendu au mieux qu'à partir de 20h15, puisque c'est la consigne priorité sur les ondes à celui de Marine Le Pen. Pour autant, l'excitation est déjà palpable ici. En effet, les sondages sont de plus en plus favorables au fil des mois à ce Front National en Auvergne-Rhône-Alpes, crédité d'abord de 22, puis 24, 25 et finalement 27% des intentions de vote cette fin de semaine. Alors ici, on se prend à croire face à cette dynamique à une arrivée en tête au premier tour. Merci Sandra. Après ce tour des QG, on va maintenant prendre un petit peu faire le point sur les enjeux électoraux en Auvergne-Rhône-Alpes et on va rejoindre tout de suite Paul Satis qui est en préfecture de la Grande Région. Paul, bonsoir. Une photographie du territoire de France 3 Rhône-Alpes sur vos 6 circonscriptions électorales.
Alors sur les 6 départements du sillon rhône-alpin, 5 plus la métropole lyonnaise, ce qu'on peut dire c'est que globalement il y a une percée de la droite depuis 2012, depuis les élections présidentielles, qui s'est concrétisée au municipal par la perte de villes importantes pour la gauche. C'était le cas à Valence et Saint-Étienne, même si la gauche a pu conserver Lyon, Villeurbanne ou encore Vénissieux. Tendance qui s'est confirmée ensuite aux élections départementales avec la perte de 2 départements, la Drôme et le département de l'Ain. Seule l'Ardèche a pu être conservée par la gauche. Quel est le poids du Front National dans cette région? Si on s'en réfère au score des élections départementales, on s'aperçoit que le plus bas score réussi au premier tour par le Front National, c'est 24% en Ardèche et c'est monté au-delà de 30% dans le département de la Loire. Le Front National n'a eu aucun élu aux élections départementales. Ce ne sera évidemment pas le cas cette fois-ci, puisque vous le savez, le mode de scrutin n'est pas le même, c'est un scrutin à la proportionnelle pour les régionales. Merci Paul, à tout à l'heure, on vous l'a dit, nos équipes sont un peu partout. Ce soir, on poursuit notre promenade sur la carte de la grande région, direction Grenoble, à la préfecture également, avec Christian Deville. Bonsoir Christian, c'est à vous. Oui, bonsoir Yannick, ici bien dans les Alpes, les enjeux politiques se situent principalement en Isère, traditionnellement majoritairement Haute-Savoie et Savoie votent régulièrement à droite. L'Isère, elle, a basculé dernièrement en mars 2015 avec la victoire de Jean-Pierre Barbier aux dernières élections départementales. Jean-Pierre Barbier, les Républicains. Alors cette bascule va-t-elle s'intensifier, se confirmer, s'inverser? On suivra également avec attention le vote des Verts sur Grenoble, conquis en 2014 par l'Alliance Europe Écologie, parti de gauche, cette même alliance que conduit aujourd'hui Jean-Charles Collas. Et puis bien entendu le vote Front National, très très fort dans le nord du département, un territoire encore très marqué par le fait divers de juin dernier. À Saint-Quentin-Falavier, un chef d'entreprise avait été décapité par l'un de ses salariés. Merci Christian. Enfin, dernier point avant de passer à l'actualité, on va retrouver Brigitte Kant qui, elle, se trouve, on l'entendait tout à l'heure, à Clermont-Ferrand pour faire le point également. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Alors ici, en Auvergne, la gauche détient les rênes du Conseil régional depuis 2004, lorsque le Parti socialiste a battu un certain Valéry Giscard d'Estaing. Sachez aussi que la ville de Clermont-Ferrand et le département du Puy-de-Dôme ont résisté à la vague bleue et sont toujours à gauche. Mais dans ce paysage politique, l'Auvergne n'échappe pas à la poussée du Front National. Le FN, absent totalement du Conseil régional ici en Auvergne depuis 2004, eh bien, cette année, il devrait pouvoir envoyer, selon les premières projections, plusieurs élus auvergnats siéger à Lyon. Et puis, bien sûr, les regards se tourneront vers la Haute-Loire, le département d'élection de l'Auvergnat, Laurent Wauquiez. Merci Brigitte, vous l'avez compris, ce soir nos équipes seront en direct des 3 QG, des 3 principales préfectures, on vient de le voir. Mais ce n'est pas tout, France 3 sera au plus près du territoire puisque nous serons également à Aurillac dans le Cantal, à Valence dans la Drôme pour rendre compte des résultats en Drôme-Ardèche, à Chambéry pour vous parler des Deux-Savoie et enfin à Saint-Étienne, 3e agglomération de la grande région et un département de la Loire qui lui aussi pèse lourd. Daniel Navreau, un mot rapide sur cette campagne, cette drôle de campagne où finalement l'enjeu régional a été est passé au second plan. Il avait été peu évoqué en amont, c'est-à-dire avant les événements du 13 novembre. Le 13 novembre a cassé les campagnes électorales et donc, in fine, et malgré, je l'ai déjà souligné par ailleurs, l'effort des médias, eh bien, on a peu parlé effectivement de cette future grande région Auvergne-Rhône-Alpes ou Rhône-Alpes-Auvergne. Très bien, merci Daniel. Alors vous aussi, vous pouvez participer à cette soirée, je vous le rappelle, en nous faisant part de vos remarques, par exemple, en utilisant le fameux mot-clé élection aura, ou alors vous allez sur notre site internet et pour vous accueillir et vous relayer, Stéphane Mocosé sera avec nous toute la soirée. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, effectivement, vous l'avez dit Yannick, les 3 rédactions de France 3 Alpes, Auvergne et Rhône-Alpes se sont réunies, ont mis leurs moyens en commun pour constituer une équipe d'une dizaine de personnes qui vont alimenter... qui alimente déjà actuellement un fil minute par minute avec des informations, les taux de participation pour le moment, et puis dès 20h, les premiers résultats, les réactions des candidats, des extraits de la soirée électorale que vous allez animer, vous, messieurs. Et puis, vous l'avez dit, Yannick, vous pouvez, vous, téléspectateurs internautes, participer à cette soirée en utilisant le hashtag #ElectionAura. Vous pouvez, sur Twitter, poser des questions, réagir et nous relayerons vos propos à l'antenne tout au long de la soirée. Voilà pour la partie élection régionale de ce journal. Place maintenant à l'actualité de ce dimanche avec vous, Julie Jacquard. Je vous en parlais tout à l'heure. 4 enfants et leur mère ont été retrouvés morts hier soir dans leur appartement du quartier des États-Unis à Lyon. Le père a reconnu les avoir tués. Il serait resté plusieurs jours avec les cadavres chez lui. L'homme, âgé de 33 ans, avait des antécédents psychiatriques. Un large périmètre de sécurité dans le quartier de la cité d'habitation Tony Garnier cette nuit. Il a été maintenu le temps nécessaire aux investigations.
et à l'évacuation en toute discrétion des victimes du quintuple meurtre. Une femme de 32 ans et ses 4 enfants âgés de 6 mois à 7 ans. À 4 heures du matin, ce sont des policiers bouleversés par une scène de crime hors du commun qui portent dans leurs bras les plus petits cadavres jusqu'au fourgon mortuaire. Tous les corps découverts derrière cette porte, dissimulés sous des draps ou couvertures, portent des traces de coups de couteau. Le père, retrouvé prostré à leur côté, a reconnu en être l'auteur. Ce matin, les voisins découvrent une famille décimée qu'ils ne connaissaient pas. Je ne les connaissais pas, non. Non, je les avais jamais vus, non, aucune idée. Et pourtant, vous habitez en face? Ouais, exactement. Même pas à la fenêtre Ah non, jamais, même pas un visage, je sais pas. Il n'y a même pas de nom sur la porte, rien. On ne connaît pas ses voisins, quoi. On pense qu'ils sont gentils, on les entend pas, mais c'est trompeur parce que c'est pas ce qui peut se passer derrière, quoi. C'est malheureux. Une famille de 5 enfants, dont seul l'aîné qui était chez ses grands-parents est toujours de ce monde. Installée voilà quelques mois seulement au rez-de-chaussée de cet immeuble, elle passait pratiquement inaperçue. Ils avaient un enfant de 14 ans apparemment, même lui, on l'a jamais vu avec nos enfants dans la cour. Il y avait un jardin derrière et elle n'a jamais sorti ses enfants. Super discret les gens, super discret. C'est rien d'autre, juste que c'est une horreur. Le meurtrier présumé souffrirait de schizophrénie, mais il est considéré pour l'instant comme responsable. Placé en garde à vue, il devrait être mis demain en examen pour homicide. L'homme âgé de 33 ans a un casier judiciaire. Il était connu pour des faits de violence, en particulier dans le cadre familial. En sport, après sa défaite face à Angers, l'Olympique lyonnais n'avait pas le cœur à fêter son dernier match de Ligue 1 au stade de Gerland. Les retrouvailles avec les 120 anciens de l'OL ont été éclipsées par les interrogations autour de l'avenir de l'équipe actuelle et surtout de son entraîneur. Drôle d'ambiance hier soir lors de la réception organisée à l'hôtel de ville de Lyon. Jean-Paul Savard et Patrick Perel. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est évidemment avec un pincement au cœur. Mais je suis sûr que... À l'invitation du maire de Lyon, l'équipe perdante du dernier match à Gerland est évidemment montée sur l'estrade municipale devant la centaine de joueurs et d'entraîneurs d'hier qui ont fait l'histoire souvent gagnante de l'Olympique lyonnais. Mais le cœur n'y était pas vraiment et c'est le sourire triste qu'Hubert Fournier, à côté de Jacques Santini, a retrouvé avec ses coéquipiers du siècle dernier, Grégory Coupet et Florent Laville, son âme d'ancien joueur lyonnais. L'entraîneur d'aujourd'hui le sera-t-il encore demain? Il a dit en conférence d'après-match que si c'était lui le problème alors, il discuterait avec son président et partirait sans bruit, mais que pour l'heure il n'était pas dans cette optique. Restait donc à savoir dans quelle optique était le président. Je ne pense pas qu'un changement d'entraîneur alors qu'on va jouer mercredi à Valence et dimanche au Paris Saint-Germain soit une bonne décision. Mais comme je suis quelqu'un qui réfléchit en général longtemps avant de prendre mes décisions, je vais consulter évidemment un peu tous les gens, le capitaine de l'équipe, les différents autres entraîneurs. Et puis on prendra les meilleures décisions possibles. En tout cas, le président a démenti que Juninho serait, dès demain, le nouvel entraîneur lyonnais, comme la rumeur d'avant-dernier match l'avait laissé entendre. Après-demain peut-être, mais pour l'instant, Juninho n'est pas prêt. L'OL non plus, qui finira donc l'année sans rien changer, mais sans non plus perdre l'idée que 2016 devra vraiment être un autre jour, plus conforme à ceux d'hier. En rugby, il y avait cet après-midi le derby du Massif central en clôture de la 10e journée du top 14. Brive, 4e, affrontait Clermont-Ferrand, 1er du classement. Les Corésiens, invaincus depuis plus d'un an à domicile, se sont finalement inclinés 21-26. Le résumé du match avec Olivier Martinet. Le derby du centre vient à peine de débuter que Julien Bardier écope de son carton jaune hebdomadaire pour un plaquage à retardement. Gaëtan Germain peut marquer les premiers points de son équipe. 3-0 pour Brive. 5 minutes plus tard, réponse de Parra, un peu chanceux sur sa tentative. Clermont multiplie les fautes dans ses 22 mètres et Gaëtan Germain fait gonfler le score. Les Auvergnats trouvent l'ouverture à la demi-heure de jeu. Parra écarte au large sur Spedding qui lance Rougerie dans l'embut. Clermont mène 9-13 après la transformation et vire en tête à la mi-temps, malgré la pénalité de Germain.
Au retour des vestiaires, le scénario se répète. Germain redonne l'avantage à son équipe après un duel de buteurs et un chassé-croisé au score. Clermont reprend sa marche en avant et c'est finalement Vouli qui se débarrasse des derniers défenseurs pour aller marquer le deuxième essai de la partie. L'indiscipline des jaunes et bleus offre à Germain l'occasion de scorer pour le bonus défensif. Brive revient à 5 points du match nul. Tendu, les deux équipes s'expliquent dans le combat sans ballon. Bilan, un carton jaune de chaque côté. Et alors que les brivistes se battent sur tous les ballons, Rougerie botte en touche sur la sirène. Après cette victoire à l'extérieur 21-26, Clermont garde la tête du top 14. Oyonnax, de son côté, a encore perdu 27-3 hier soir face au Stade Toulousain. Sur les terrains de football, cette fois, on jouait ce samedi le 8e tour de la Coupe de France. Dans l'Allier, Moulins s'est qualifié pour les 32e de finale en battant Nîmes 1-0. Le reportage de Christian Derneville et Pascal Franco. Il aura fallu attendre 2 longues minutes après les 90 réglementaires pour que l'arbitre siffle la fin du match et que la joie explose. 1-0, les Moulinois joueront les 32e de finale de la Coupe de France. Une qualification face à Nîmes arrachée à la 85e minute par Sami Alouache. Le joueur, inscrit au club depuis qu'il a l'âge de frapper un ballon, a littéralement perforé la défense nîmoise. Je me dis j'y vais, je me pose pas de questions et puis on tente la folie. De toute façon je venais d'entrer, comme je l'ai dit, j'étais plein gaz et voilà. Un but qui permet enfin la délivrance des 1300 spectateurs du stade Hector Roland, jusque-là statufiés autant par le froid glacial que par l'inquiétude. Durant toute la première mi-temps, les occasions se sont multipliées. Occasion ratée pour le club de CFA comme pour les professionnels nîmois de la Ligue 2 qui auraient pu ouvrir le score à la 14e minute. Dans la construction du jeu, tout ça, il y a des manques, mais on retrouve toujours les mêmes manques au niveau d'efficacité offensive. Voilà, c'est un match qui aurait pu finir à 2-2, à 3-3. En deuxième mi-temps, le rythme s'accélère de part et d'autre. Belle occasion des Nîmois d'entrée de jeu. Libération des Moulinois qui multiplient les tentatives. Un but de Sami Alouache est même refusé à la 75e minute, 10 minutes avant son exploit. Ouvrir le score en fin de partie, c'était le scénario imaginé par les Moulinois. Pour moi, le meilleur scénario, c'était de garder le score 0-0 et puis voilà, dans les 10 dernières minutes, voilà, on aurait plus de maîtrise. Moulins ira donc disputer les 32e de finale de cette Coupe de France. C'est la 3e fois en 4 ans. Tirage au sort lundi et rencontre les 2 et 3 janvier prochains. Et vous pouvez retrouver tous les autres résultats des clubs régionaux sur nos sites internet. On termine avec ces images de la Saint-Élion, une course désormais mythique qui relie les deux villes. Ils étaient 8000 à prendre le départ à minuit à Saint-Étienne pour un trail de 72 km pour les plus courageux dans des conditions difficiles, le froid, l'obscurité et 1730 mètres de dénivelé. Merci Julie pour toutes ces infos. On se retrouve à 20h15, c'est ça ? Absolument. J'espère qu'on sera certainement d'ailleurs en mesure de donner une première estimation des résultats de cette élection. Donc surtout, restez là à 20h15 précise, on attaque. Allez, tout de suite, la soirée électorale continue sur France 3. On se retrouve à 20h15, bien sûr, tout de suite.